Voilà. Alors, bonjour et puis bienvenue à tous. Bienvenue à notre premier webinaire donc, du projet Je suis présente hein, et je m'implique. Donc, ce projet qui est initié par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Donc, vise à encourager l'engagement des personnes immigrantes dans la vie démocratique et à promouvoir la diversité au sein des conseils d'administration communautaire au Québec, hein, puisque ce projet, il est destiné à l'ensemble du Québec. Donc, pour soutenir ces objectifs, nous avons plusieurs activités de prévues en collaboration avec Philippe, qui est conseiller à la concertation et la gouvernance chez Concertation Montréal. On a un autre webinaire également de programmé le 26 novembre. Donc, certains d'entre vous sont déjà inscrits pour cette date. Ceux qui ne le sont pas, je vous invite puisque ça va être la continuité de cette formation. Il y aura également des capsules vidéo et des fiches pratiques qui seront disponibles en ligne et un accompagnement pour un stage d'observation dans des conseils d'administration communautaires. L'accompagnement se fera jusqu'à la fin du printemps 2025 afin que chacun soit prêt à déposer sa candidature auprès d'un organisme au Québec. Et donc, tous les outils de formation seront accessibles sur la page dédiée du site internet du CACI. Et donc, voilà. Donc, votre engagement est essentiel pour construire des communautés inclusives et dynamiques. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accompagner. Espérons que ce webinaire sera informatif et inspirant. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe pour vous présenter le sujet et nos invités du jour, nos invités d'honneur, que je remercie d'ailleurs au passage. Merci beaucoup, Stéphanie. Très heureux d'être avec vous ce soir. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous lors des soirées d'information, des ateliers d'initiation à la gouvernance. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Aurore et Harold. Et puis, lors du deuxième webinaire, Soucy Galvez également va se joindre à nous pour illustrer un peu plus leurs expériences de gouvernance parce que c'est un contenu qui peut parfois être un peu aride, mais lorsqu'il est présenté à travers l'expérience personnelle d'administratrices et d'administrateurs, et dans ce cas-ci particulièrement d'administratrices et d'administrateurs issus de la diversité qui, dans certains cas, sont nés à l'extérieur du Québec et ont eu eux aussi ou elles aussi à découvrir l'expérience au sein du conseil d'administration, je crois que ce sera un élément positif pour plusieurs d'entre vous. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y aura deux webinaires. Aujourd'hui, on va parler des notions de base au sein des conseils d'administration. Donc, on va vraiment revenir sur certaines notions qui ont été vues dans les ateliers, mais parler un peu plus de l'expérience, comment ça se déroule lorsqu'on siège dans un conseil d'administration. Et le deuxième webinaire qui aura lieu le 26 novembre s'intitule Jouer pleinement son rôle au sein d'un conseil d'administration. Parce que de trouver un poste au sein d'un conseil d'administration, c'est une chose, mais d'y exercer pleinement son influence, c'en est une autre. Même si on a les compétences, même si on est en mesure d'apporter une contribution positive, il peut arriver parfois dans certains conseils d'administration qu'on n'ait pas tous les outils pour influencer, soit parce que le pouvoir n'est pas réparti de manière optimale, ou bien parce que seulement quelques personnes exercent un contrôle trop important au conseil d'administration. Donc, ce sont des éléments dont on va discuter. On opte ce soir pour une formule discussion. Donc, on va vous présenter différents éléments et on va vous inviter à poser des questions, des éclaircissements, s'il y a des éléments qui méritent, selon vous, un peu plus de détails. Il nous fera plaisir d'y aller avec quelques explications additionnelles. Étant donné qu'on est un gros groupe, pour faciliter les choses, on va vous demander d'utiliser la fonction de la main levée pour que vous puissiez, disons, pour qu'on puisse vous remarquer. Afin de faciliter aussi l'affichage à l'écran, vous avez des options d'affichage dans le haut de votre écran. Donc, je vous invite d'y aller avec le mode présentateur. À ce moment-là, vous allez voir en gros plan l'image des personnes qui interviennent tout au long du webinaire. Donc,
je vais y aller avec le premier bloc, sans surprise, qui est la présentation de nos invités, qui, tous les deux, ont fait partie du groupe des 30 de Concertation Montréal, donc des leaders issus de la diversité qui sont engagés dans des conseils d'administration et qui souhaitent inciter d'autres personnes comme vous à s'investir dans des conseils d'administration et à jouer un rôle positif et reconnu dans le développement du Québec et des organismes à but non lucratif principalement qui y travaillent. Donc, je vais d'abord donner la parole à Aurore qui va nous parler brièvement de son parcours, des conseils d'administration où elle siège, ce qu'elle fait dans la vie, puis peut-être aussi ce qui lui a donné le goût de faire partie de conseils d'administration. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je vais commencer en fait par ce que je fais dans la vie, je vais terminer avec, parce que c'est mon expérience dans les conseils d'administration qui m'a amené à mon expérience professionnelle sur le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc, moi, je suis en fait tombée dans les conseils d'administration un peu par hasard. Donc, je suis une maman de 3 enfants et je fréquentais un organisme communautaire. Donc, mes enfants faisaient des activités là-dedans et puis quelqu'un m'avait proposé de faire partie du comité parents de quartier. Donc, le comité parents, c'était un comité de parents qui organise des activités pour les familles, etc. Et c'est de là qu'un jour, on m'a approché parce que je fréquentais aussi un organisme communautaire qui offrait des services pour les familles, donc avec des activités beaucoup pour les enfants. Et la directrice m'a approchée pour me demander si je voulais pas faire partie de leur conseil d'administration, étant donné que dans les dernières années, je m'étais beaucoup impliquée bénévolement dans les comités parents de l'organisme, à faire des activités, etc. Je ne connaissais pas du tout cet univers-là. Je ne savais pas du tout quel était le rôle à jouer là-dedans. J'en avais entendu parler, mais sans jamais y mettre les pieds. Puis j'ai dit oui, ça m'intéresse. J'aimerais découvrir ça. Donc, j'ai été élue secrétaire de cet organisme-là. Et j'y suis restée quasiment 4 ans parce que j'ai occupé le poste de secrétaire, puis ensuite le poste de présidente. Ensuite de ça, je suis allée, ben, une fois qu'on commence là-dedans, on peut plus s'en passer. Donc, je suis allée dans un autre organisme communautaire famille aussi. En parallèle, mes enfants sont rentrés à l'école et puis là, j'ai découvert aussi ce qu'on appelle les conseils d'établissement, qui sont un peu comme des conseils d'administration, mais plus au niveau de l'école. Donc, les parents ont un siège aussi pour venir donner leur voix, pour défendre les intérêts des élèves et des enfants. Donc, ça, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et j'ai siégé aussi sur un organisme de centre de loisirs, donc qui offre les activités parascolaires après l'école aux enfants. Donc, c'est un peu ça mon expérience au niveau des conseils d'administration, comment j'ai commencé, comment je suis arrivée là. Et donc, aujourd'hui, toute cette expérience-là m'a donné, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience au niveau de la prise de décision. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je travaille comme conseillère en politique au ministère de l'Immigration, où là, mon travail consiste justement à faire des recommandations aux autorités sur des décisions qui vont impacter, disons, la population. Merci beaucoup. Un très beau parcours. On va maintenant donner la parole à Harold. Merci Philippe. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez très très bien. Et puis merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'assister à ce webinaire de partage. C'est tout un plaisir pour nous d'échanger un peu avec vous. Eh bien, moi, écoutez, par rapport à ce qui m'a amené réellement dans les conseils d'administration, je dirais que c'est plus une approche de découverte. C'était aussi une approche de redonner un peu de mon temps, en fait, dans une activité autre que mon activité principale professionnelle. Moi, je suis du domaine du numérique. Je suis consultant en transformation et puis j'ai toujours aimé d'une manière ou d'une autre tout ce qui était relié un peu à l'éducation parce que je sais l'impact que l'éducation peut avoir dans une société. Et c'est comme ça, en fait, j'ai eu plusieurs fois des échos par rapport à d'autres organismes, mais professionnellement parlant, j'étais un peu pris et puis je ne voulais pas réellement m'engager à 100% pour être dans un CA. Finalement, de fil en aiguille, une amie
qu'il lançait en fait sa fondation, a tenu à ce que je me joigne à elle pour que je puisse apporter des réflexions autour de tout ce qui est numérique et de tout ce qui est transformation. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai rejoint la fondation Zelma pour l'éducation. Et c'est une fondation qui œuvre en Afrique pour apporter, je vais dire, l'éducation autrement. On est spécifiquement en Afrique francophone et actuellement, on fait des activités au niveau de la Côte d'Ivoire. En plus de cela, l'expérience que j'ai acquis là-bas m'a permis un peu, dans une certaine mesure, de mieux comprendre en fait tout ce qui est référent à une personne qui siège au niveau d'un CA. Et là, actuellement, je travaille avec un autre groupe en fait pour monter une autre organisation et je partage directement mon expérience en CA, en conseil d'administration pour aider d'autres personnes aussi, en fait, leur donner envie de la chose. Donc, c'est très vite ramasser un peu disons, mon petit parcours comme personne siégeant dans un conseil d'administration. Merci beaucoup. C'est intéressant, Harold souligne que tu as accompagné ou tu accompagnes des personnes qui démarrent une organisation. Lors des premiers ateliers, on a quand même fait la distinction entre les organisations plus récentes qui ont une gouvernance, disons, plus établie et généralement qui peuvent demander moins d'heures d'engagement par rapport aux organisations naissantes où presque tout est à faire, où on ne compte pas encore sur l'appui d'employés. Donc, les administrateurs et administratrices sont souvent des super bénévoles qui donnent des heures sans compter. Donc, ce sera peut-être dans le courant de la soirée. N'hésite pas à faire des parallèles peut-être entre l'expérience que tu as dans les conseils d'administration Plus d'organisation plus établi. structurées et d'autres qui sont plus récentes parce que ça a été évoqué lors des premières rencontres qu'on a eues avec les participantes et les participants qu'il y en a qui souhaitaient mettre en place une nouvelle organisation au Québec. Donc, ben, ça fait le tour des présentations. Maintenant, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que la gouvernance pour vous? Pas de manière académique, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important la gouvernance dans une organisation, notamment un organisme à but non lucratif? Je sais pas qui veut se lancer. Les femmes d'abord. Ben, pour moi, en fait, je pense que la gouvernance, c'est de pouvoir réaliser que tous les citoyens ont un pouvoir, puis qu'ils peuvent tous prendre part aux décisions qui sont prises et qui vont impacter le public en général. Donc, euh, quand on s'implique en gouvernance, donc que ce soit dans des conseils d'administration, des conseils d'établissement, peu importe que l'organisme soit naissant ou pas, je pense qu'on vient là. Moi, j'ai travaillé en termes de conseil d'administration essentiellement dans des organismes aussi qui accompagnaient les populations vulnérables. Donc, c'était un peu toujours d'être la voix de ces personnes-là. Puis, dans la composition des conseils d'administration où j'ai été, c'était fait de telle sorte à ce qu'il y ait toujours toutes les populations représentées. C'est-à-dire, par exemple, dans un organisme communautaire famille, on va demander à ce qu'il y ait un parent dont l'enfant fait les activités soit là. Il va y avoir un employé qui va siéger sur le conseil d'administration. Il va y avoir un des bailleurs de fonds qui va être là. Donc, ça permet d'avoir un peu une table qui représente toutes les personnes de manière à ce que les décisions qui soient prises soient vraiment neutres, mais surtout qu'elles soient faites dans l'intérêt de la population. Donc, pour moi, c'est ça tout l'intérêt de s'impliquer. Donc, c'est de prendre son expérience, de prendre les besoins qu'on a eus soi-même pour venir pouvoir les mettre à la table de façon à dire, attention, quand vous allez prendre une décision, il faut tenir compte des réalités de telle personne, de par rapport à l'expérience qu'on a vécue ou par rapport, pas toujours son expérience à soi-même, mais de ce qu'on voit aussi autour de nous. Donc, je connais un parent à qui ça s'est arrivé, donc faisons attention à ça quand on prend les décisions. Merci. Je pense que, Aurore, tu as quand même très, très bien fait le tour du sujet. En fait, déjà, la gouvernance, je pense que si vous êtes ici, vous avez quand même pris un peu de temps pour chercher à comprendre ce que c'est. Et en soi,
c'est tout un ensemble de structures ou de processus qui aident à la gestion et à la prise de décision dans différents types d'organisations. Et c'est, comme Aurore l'a dit, c'est une approche où il faut vraiment avoir une sorte de vision ou de pensée holistique autour d'un sujet, prendre en compte tous les éléments qui peuvent être dedans et dépendamment du type de CA dans lequel vous êtes, soit ça peut être une ONG ou ça peut être justement des organisations d'école, il y en a ben, dans des entreprises cotées en bourse, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs. De ce côté-là, vous apprenez beaucoup de choses, mais surtout, vous apprenez vous prenez le temps de réfléchir en fait sur des sujets qui ne sont pas forcément de votre domaine. Vous ajoutez un peu des inputs des autres personnes qui sont dans le CA et ça vous permet en fait voilà, d'évoluer en tant que personne, d'être actif dans votre communauté. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. Merci, Harold. On, on sait, on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La gouvernance aussi, on retire beaucoup d'expérience et on développe nos compétences en étant dans des conseils d'administration. Mais la formation occupe un rôle très important. Nous, on a fait une enquête il y a 2 ans pour demander aux OBNL qu'est-ce que vous recherchez comme profil et quelle importance accordez-vous à la formation et à l'expérience préalable. Puis, les répondants, en majorité, considéraient plus importante la formation que l'expérience préalable. Donc, de votre côté, qu'est-ce qui a été marquant dans votre apprentissage? Est-ce que c'est le fait d'avoir assisté à des ateliers, à des formations, ou si c'est d'avoir gagné de l'expérience dans plusieurs conseils d'administration? Parce qu'on sait que notre expérience peut varier considérablement, qu'on soit dans un conseil d'établissement ou dans un conseil d'administration d'un organisme communautaire. Ben, je vais prendre la balle au bon. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux. C'est sûr il y a un minimum, je vais dire, de connaissances de base à avoir. Mais moi, j'ai commencé dans un CA sans pour autant être, je vais dire, bon, j'ai ma formation académique et tout ce qui tourne autour. J'ai quand même une certaine ouverture d'esprit et puis un certain niveau de réflexion, mais je n'étais pas vraiment focus sur les approches liées à un conseil d'administration. Moi, j'ai eu la chance aussi de diriger ma petite entreprise. Donc, j'avais ce regard de gestionnaire, de PME, etc. Et quand j'ai joint en fait le conseil d'administration, ou du moins mon premier conseil, j'ai j'ai acquis une certaine expérience de personnes qui avaient déjà fait ça, ou du moins qui étaient déjà dans ce genre de processus. Et c'est très intéressant de voir que souvent, on a des réflexions, je vais dire, très axées. Et les autres personnes dans les conseils, ils nous apportent en fait, via des conseils ou via des façons d'approcher je vais dire, des défis ou des problèmes spécifiques, il nous apporte une façon de voir la chose différemment. Donc, je vais appeler ça une sorte d'approche 360. Donc, pour résumer rapidement, la formation, c'est bien. Mais le plus important, je pense, c'est vraiment de pratiquer. Donc, de s'essayer et petit à petit d'écouter de ceux qui maîtrisent la chose ou en tout cas de ceux qui ont plus d'expérience. Et c'est comme ça que ça nous permet de grandir très, très vite. Merci. C'est un bon point que Harold amène. Je pense aussi que ça dépend de, comme il disait, de l'organisme dans lequel on tombe, puis des personnes avec lesquelles on va être à la table de leur expérience. Moi, par exemple, mon premier conseil d'administration, je suis arrivée avec des personnes qui étaient aguerries. Là, c'était vraiment des personnes qui faisaient ça depuis 30 ans, qui se maîtrisaient. Donc, j'ai pu, dans les premières années, avoir un peu plus de recul, avoir beaucoup d'observations pour comprendre pour comment on faisait les choses. Mais après ça, on m'a donné une formation parce que forcément, quand on siège dans un conseil d'administration, il y a de la formation aussi obligatoire pour connaître les bases parce que il faut comprendre
à quel moment on vote, pourquoi on vote pas, à quel moment on prend les décisions, le processus de tout ce qui est procès-verbaux, comment on rédige les procès-verbaux, comment se déroule l'Assemblée. Donc, si on préside l'Assemblée, il faut savoir à quel moment, comment on fait les droits de parole. En tout cas, il y a plusieurs petits éléments techniques à apprendre que je pense qu'il faut quand même avoir cette base, si je puis dire, académique-là, parce que l'erreur est humaine, puis si on se base seulement sur comment font les autres, bon, certains peuvent se tromper. Et puis moi, il m'est arrivé souvent à dire non, 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 erreur de procédure ici, c'est pas comme ça, donc on va pas voter maintenant, on va pas voter sur cet élément-là. Donc, il faut avoir un peu des deux. Puis en fonction de l'organisme où vous allez être, dans le fond, ce serait d'analyser un peu ces éléments-là. Mais les formations qui sont offertes sont très, très intéressantes, puis elles ne sont pas trop théoriques, là. Puis je pense que Philippe vous en a présenté un petit peu aussi lors de vos séances de formation précédentes, là. Fait que ça aide beaucoup à vraiment comprendre, là, comment ça fonctionne, puis comment prendre le lead dans les réunions. Il faut préciser aussi, la formation donne confiance. Dans certains cas, quand on arrive, surtout pour la première fois au sein d'un conseil d'administration, il y a quelque chose un côté un peu plus formel, ça peut être impressionnant et il y a des gens qui peuvent ressentir un sentiment d'imposture, de se demander s'ils sont ou si elles sont à la bonne place. Le fait d'avoir suivi une formation en gouvernance, ça aide à euh, peut-être à identifier des éléments qu'on devrait retrouver au sein des conseils d'administration. Puis lorsqu'on prend la parole, ben, on peut dire, ajouter à ce qu'on amène, ben, ah, j'ai entendu lors d'une formation qu'on devrait ou qu'on pourrait procéder de telle façon. Ça aide aussi à donner un peu plus de poids. Et ben, vous le soulignez, là, dans certaines organisations, systématiquement, chaque année, chaque 2 ans, il y a des formations qui sont organisées euh, pour faire une mise à niveau, parce que même si Mise à certaines niveau, personnes ont c'est ça. déjà fait la formation dans le conseil, il y en a d'autres qui viennent d'arriver qui ne sont pas nécessairement à la même place. Et le fait d'entendre le même message pour tout le monde, ben, ça crée des bases communes et une compréhension partagée. Donc, fort intéressant tout ça. Maintenant, si on revient peut-être aux documents à la base d'une organisation, des fois, on les oublie tellement ces documents-là existent depuis longtemps, mais euh, on parle maintenant de règlements généraux et de lettres patentes. Donc, dans les organisations où vous êtes, puis peut-être, Harold, étant donné que tu travailles avec des organisations qui sont plus récente, sans doute, tu as eu à développer ces outils-là. Donc, peux-tu rappeler aux gens qu'est-ce que c'est des règlements généraux ou des lettres patentes? Puis après vous avoir entendu tous les deux, je pourrais apporter quelques compléments. Oui, bien sûr. Je vais définir simplement la lettre patente. Ben, les lettres patentes, je dirais, ce sont juste des documents juridiques hein, qui sont émis, je vais dire des documents juridiques officiels, c'est ça, qui sont émis par une autorité et qui définissent un peu, je vais dire, les choses essentielles d'une organisation. Le nom, les objectifs, le pourquoi ils existent, l'adresse. Le nom des administrateurs, la date de création, etc. Donc, c'est un peu ça, les principales informations qu'on a dans une lettre patente. Et puis, les règlements généraux, bon, comme vous l'entendez, hein, ce sont les statuts. Voilà. Ce sont les statuts qui régissent en fait l'organisation en question, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Aurore, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, ben moi, pour ma petite expérience, en fait, les règlements généraux, on les rencontre dans toute organisation dans laquelle on va siéger parce que je pense que c'est une des premières choses qu'on doit lire qu'on devrait même lire avant de siéger sur le conseil Mm. d'administration parce que dans le fond, il peut y avoir des règlements qui ne nous conviennent pas ou qui contreviennent peut-être parfois à nos principes. Donc, moi, je recommanderais peut-être de lire avant de s'engager les règlements généraux parce que c'est un peu ce qui va définir la manière de procéder, combien de personnes il va y avoir dans le conseil d'administration, combien de réunions on fait pour le conseil d'administration. Donc, c'est ce qui un peu régit
la vie de l'organisation. Fait que ça, je l'ai rencontré dans tous les organismes sur lesquels j'ai siégé. Par contre, les lettres patentes, je ne connaissais pas du tout. Puis je les ai découvertes quand moi, j'ai créé mon OBNL. Donc là, j'arrive au registraire, on arrive au registraire des entreprises, on dit, je veux créer un OBNL, puis on vous demande des lettres patentes. Fait que je ne savais pas du tout ce que c'était là, des lettres patentes. Puis là, il a fallu chercher. Donc, le monsieur m'a expliqué, ben, tu remplis, c'est le nom, la mission de l'organisme, un peu qui vont être les personnes qui vont siéger. C'est un peu quand même un certificat de naissance, si je peux dire, de l'organisme. Puis j'ai dû le refaire quand même 3, 4 fois là parce que je ne comprenais pas ce qui était attendu parce que j'avais jamais rencontré ce document-là. Puis on m'avait jamais expliqué ce que c'était. Mais effectivement, c'est ça. Et c'est un document qui est très important pour tous ceux qui veulent ici créer un OBNL parce qu'après, il est demandé à certains moments. Un peu comme je disais, un certificat de naissance, là, on veut ouvrir un compte en banque. Parfois, on va vous demander les lettres patentes, des éléments comme ça. Fait que c'est deux documents, je pense, qui sont fondamentaux pour un organisme et qu'il faut toujours avoir. Les lettres patentes, si je ne me trompe pas, Philippe, ça ne se révise pas une fois que c'est fait, c'est fait. Mais par contre, les règlements généraux, on peut les réviser au fur et à mesure qu'on avance. Donc, parfois, on peut décider de changer le modèle de la composition du conseil d'administration. On peut décider de changer peut-être parfois la fréquence des rencontres ou certains autres éléments. Qui peut être membre? Est-ce qu'il y a des personnes qui payent des cotisations? Donc, tout ça sont des éléments qu'on retrouve dans les règlements généraux puis qui sont appelés à être modifiés, mais de façon plus complexe parce que quand on a un gros organisme, ça doit être voté par tous les membres pour pouvoir entrer en vigueur. Merci, Aura. Il est possible de demander des lettres patentes supplémentaires lorsqu'on doit, par exemple, changer le nom de l'organisation ou sa mission. Donc, ça, on doit en aviser le registraire des entreprises. C'est peu commun. Idéalement, on le fait presque pas parce que notre nom, notre mission nous identifie, mais parfois, il peut arriver que des circonstances font en sorte que la mission qu'on avait n'est plus d'actualité où le besoin est plus grand, où on dessert un territoire plus large. À ce moment-là, ça peut nous amener à les changer. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir une mission trop pointue ou trop spécifique, parce que là, ça nous limite dans notre capacité d'exercer nos activités. Les règlements généraux, on peut les modifier plus facilement, mais encore là, en général, on doit avoir le soutien de 2 tiers des membres de l'organisation. C'est pareil pour les lettres patentes. Si on doit les modifier, on doit aller chercher l'appui en Assemblée générale de nos membres. Et pourquoi ces documents-là sont importants? Ce sont en quelque sorte des garde-fous parce que lorsque les membres vont élire les administratrices et administrateurs, on leur confie en quelque sorte le sort de l'organisation, on leur donne beaucoup de pouvoir, mais il doit y avoir certaines balises, certaines règles qui sont admises et comprises de la même manière par l'ensemble des administrateurs et administratrices et par les membres. Donc, le fait d'avoir ces documents-là, ça nous assure que ben, le conseil d'administration, pardon, ne peut pas à lui seul décider que on va être 5 membres au CA plutôt que 11, ou bien que l'organisation va, à partir de demain, déménager dans une autre région ou changer considérablement ses activités. Donc, ça donne une certaine stabilité. Et en général, à chaque quelques années, là, on peut modifier les règlements généraux pour être davantage d'actualité puis répondre aux besoins présents. Mais il faut, puis vous l'avez souligné, quand on rejoint une nouvelle organisation, même si c'est comme membre, les lettres patentes, c'est peut-être moins pertinent, mais les règlements généraux, en tant que membre, vous avez le droit de les obtenir et effectivement, ça peut vous aider à décider si oui ou non vous allez rejoindre le conseil d'administration parce que la façon dont ils sont écrits donne certaines indications sur la gouvernance de l'organisation, sur la clarté des indications et ça vous permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement du conseil d'administration et les catégories de membres, par exemple. Puis en terminant, ce qu'on doit retrouver dans tous les règlements généraux, il y a un article vers la fin qui dit que si jamais l'organisation est dissoute, les biens de l'organisation doivent être remis
à une autre organisation à but non lucratif qui partage des objectifs similaires. Donc, en gros, ça fait en sorte que des administrateurs, administratrices ne pourraient pas dissoudre un OBNL puis se partager les biens de l'organisation entre eux, là. Il faut toujours retourner vers la mission principale pour laquelle nous travaillons. Donc, maintenant, au niveau euh, Euh, juridique, je voulais, oui. oui, excuse-moi Philippe, je voulais rajouter juste un point par rapport aux règlements généraux, pourquoi c'est important, et juste un petit exemple d'un cas qui m'a été raconté en fait pour une organisation dont je ne citerai pas le nom, mais c'est juste que beaucoup de personnes en fait sont rentrées dans l'organisation ou du moins sont devenus administrateurs sans vraiment lire les règlements généraux. Et ce qui se passait à un moment, c'est que certains membres ont commencé à avoir des approches pour coopter des gens proches d'eux pour avoir un certain quota au niveau du CA et donc pouvoir orienter des décisions. Et ce qui se passait, c'est que voilà, donc des gens ont voulu prendre en main en fait la chose. Ils s'entendaient en fait en amont avant de venir siéger et les votes étaient très très orientés. Et c'est ce qui a permis un peu au président à ce moment-là de sauver son CA en quelque sorte. C'est que lui, en tant que président, il avait quand même pris le temps de bien lire les règlements, c'était bien composé. Et ils ont dû en fait revenir au niveau du règlement concernant l'élection des administrateurs. C'est comme ça qu'il a pu décomposer un peu le petit groupe qui essayait voilà, de venir prendre un peu le contrôle de tout ça. Donc, juste un petit exemple de choses qui peuvent arriver dans des CA et du pourquoi il est important que vous preniez le temps de lire les règlements, même si c'est 20, 30 pages, lisez-le, appropriez-vous le contenu, ça peut toujours servir. Oui, effectivement. Puis avant, ayez-les avec vous en assemblée générale parce que des fois, quelqu'un nous pose une question ça nous réfère au règlement. Si on les a pas sous la main, ça peut être particulièrement difficile. Ça peut retarder aussi le déroulement d'une assemblée générale. Euh, donc, Harold, ce que tu amènes aussi, ça touche aux questions légales et juridiques. Donc, on sait que les règlements généraux ne peuvent jamais aller à l'encontre d'une loi. Donc, on ne peut pas se doter de règlements généraux qui iraient plus loin que ce que la loi, soit le Code civil, la partie 3 de la loi sur les compagnies, par exemple, vont permettre aux organisations. Maintenant, on peut avoir une organisation qui est incorporée au Québec ou au Canada. Euh, il y a des petites subtilités de chaque côté. Je ne veux pas qu'on s'éternise là-dessus, mais j'imagine, Harold, les organisations avec lesquelles tu travailles et qui interviennent notamment sur le territoire africain, j'imagine qu'elles sont incorporées au Canada? Oui, c'est ça. On a fait une approche Canada et puis là, travaillant avec d'autres, ben, comme je l'ai dit en introduction, aidant d'autres groupes à créer leur organisation, ben, je me rends compte que voilà, les lois sont spécifiques aussi par pays en fait, même si les grands points se rapprochent, mais il y a comme des subtilités, dépendamment de la réalité de chaque pays. Mais oui, moi, l'organisation où je siège étant donné qu'on devait faire des choses un peu à l'international, on a préféré faire une approche Canada. OK. Aurore, de ton côté, j'imagine que c'est plus des organisations soit qui sont incorporées au Québec ou régies par des lois comme les conseils d'établissement. C'est ça essentiellement. Donc, c'est important de le savoir parce qu'il y a des petites subtilités entre l'incorporation au Québec et au Canada, notamment sur le nombre d'administrateurs. Au Québec, on doit avoir un nombre fixe, alors qu'au Canada, on peut avoir une fourchette. Donc, c'est bien de le vérifier. Si vous allez, pour les gens qui sont pas très familiers, il y a un site Internet qui s'appelle le Registraire des entreprises. Stéphanie, on pourra partager la référence dans les outils. Le registraire des entreprises vous permet d'aller voir certaines informations sur une organisation, qu'elle soit incorporée au Québec ou au Canada. Même les entreprises privées s'y retrouvent et vous avez Oui. accès à la liste des membres du conseil d'administration. Cela dit, ça veut dire que vous-même, si vous faites partie d'un conseil d'administration, vos coordonnées sont disponibles en ligne
et c'est quelque chose qui est public. Donc, c'est important de le savoir. Au niveau légal, on sait idéalement, les conseils d'administration essaient souvent d'avoir la présence d'une avocate ou d'un avocat, mais c'est pas toujours possible. Comment vous gérez les questions légales ou les points qui, selon vous, nécessitent peut-être une expertise qui n'est pas disponible au conseil d'administration? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, sans donner des exemples, mais que on discute d'un élément qui touche les relations de travail, qui touche la fiscalité ou autre, et que vous souleviez la main pour dire, ah, peut-être qu'on aurait besoin d'aller chercher un peu une expertise ailleurs qu'au conseil d'administration. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mhm. Moi, ça m'est déjà arrivé, oui, beaucoup, parce que souvent, bah, les organismes communautaires n'ont pas beaucoup de budget, et puis notamment pour avoir accès à des experts. Je sais que ce qu'on faisait souvent, c'est que dans le communautaire, c'était d'aller consulter peut-être d'autres organismes un peu plus grands, voir s'ils avaient eu ces mêmes dilemmes-là, comment ils avaient eu à gérer avec ça, donc un peu par la consultation. Mais aussi, la table de quartier avait des comités, donc différents comités où siègent parfois soit des personnes, donc ça peut être les habitants du quartier, mais aussi les organismes communautaires, où là, on pouvait amener des questions et puis échanger sur certains sujets. Donc, ça permettait aussi de savoir bah, comment vous avez géré tel dossier-là. Ça permettait de rencontrer d'autres personnes où on discutait. Mais c'est vrai que les budgets étant très, très limités, l'accès à des spécialistes était difficile. Donc après, il reste toujours quand même certains éléments auxquels on peut avoir accès sur Internet. Parfois, il y a comment on appelle ça, des cliniques juridiques aussi Mm. qui Oui. qui Exactement. sont Oui. offertes et puis qu'on peut consulter. Donc, c'est des petits éléments comme ça quand on n'a pas trop de moyens là où qu'on peut utiliser pour aller chercher de l'information. C'est ça. Personnellement, j'ai pas eu ce challenge en soi, mais je suis très orienté recherche, plus justement clinique juridique disponible et partage d'expérience. Je pense que c'est les trois approches que moi j'ai personnellement en tête, ou du moins surtout le partage d'expérience, là, genre aller voir une autre organisation ou des personnes qui ont déjà vécu des choses similaires pour qu'ils puissent nous orienter dans ce sens-là. Parce qu'il y a un principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, même si on n'a pas l'expertise au conseil d'administration, faut aller chercher des réponses. Puis, dans certains cas, ça peut demander de décaler la prise d'une décision parce qu'on n'a pas tous les éléments. On a un devoir de prudence aussi dans un conseil d'administration. Puis, par expérience, je peux vous dire souvent les enjeux qui touchent les relations de travail. Les ressources humaines sont parmi les sujets qui peuvent amener le plus de complications. Aurore le disait, souvent, on a des très petits budgets, mais si on a un conflit qui touche les relations de travail, ça peut rapidement plomber l'organisation autant au niveau financier que demander un temps important aux membres du conseil d'administration pour trouver une issue à la crise. Il y a également plusieurs cabinets d'avocats qui offrent des services pro bono. Mhm. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment spécifique à la profession des avocats. C'est du temps, en fait, qui est offert par les cabinets. C'est une contribution qu'ils ont pour la société, souvent à des organismes à but non lucratif, pour donner annuellement un certain nombre d'heures d'accompagnement pour dénouer peut-être certaines situations qui sont complexes et dépassent les ressources ou les capacités internes des organisations. Donc, on a parlé pendant les ateliers de matrice de compétences, mais c'est important aussi, si vous êtes dans un conseil d'administration et que vous recherchez de nouveaux administrateurs ou de nouvelles administratrices, mais de penser aux profils qui peuvent être utiles pour les prochains recrutements, puis une certaine connaissance ou des bons réflexes juridiques. Des fois, on n'a pas besoin d'avoir une personne experte, mais au moins quelqu'un qui est capable de lever la main pour dire, ah, ici, je crois qu'on devrait creuser un peu plus ou faire preuve d'une plus grande prudence là, pour éviter de se retrouver en terrain euh, instable ou fragile. Donc, ben merci pour ces éléments-là. Si
on revient peut-être aux fondamentaux, euh, les droits, les devoirs, les fonctions des membres de conseil d'administration. Est-ce que est-ce que vous vous sentez maintenant bien informé sur les droits, les devoirs, le rôle des administrateurs et à quel moment ça a été développé? Est-ce que vous avez suivi une formation au départ, puis vous avez développé cette expertise-là avant d'aller dans un CA ou bien, comme pour beaucoup, vous avez appris sur le tas en étant déjà en poste dans un conseil d'administration? Moi, je partirais sur le fait que moi, j'ai beaucoup appris sur le tas. Après, l'expérience avec le groupe des 30 aussi était très intéressante dans la mesure où j'ai pu discuter vraiment avec des gens qui, justement, avec des gens comme Aurore, etc. Et il en est sorti vraiment de belles discussions dans certains cas. Moi, je suis dans le modèle où je commence quelque chose et puis au fur et à mesure, selon mes besoins, je commence à creuser. Je commence à creuser, je commence à creuser. Donc, il y va de la lecture. Mais on s'entend là, cette façon de creuser aussi, c'est de l'information. Parce qu'on prend le temps de rechercher quelque chose, on prend le temps de faire de la lecture, de comprendre. Entre guillemets, tous ceux qui sont en ligne, si vous n'aimez pas lire, je pense il va falloir mettre ça un peu plus dans vos habitudes parce que il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir. On parlait tout à l'heure du cadre juridique, etc. Parfois, avant de faire n'importe quel mouvement, pour ne pas paraître un peu trop, je vais dire, non informé par rapport à une personne ou à quelqu'un à qui on voudrait poser une question, on prend du temps en amont pour soi-même faire des recherches, pour au moins être un peu outillé pour que la conversation avec toute personne soit intéressante. Voilà. Pour ma part, non, je me suis lancée à l'aveugle, donc j'avais aucune idée des responsabilités de ce à quoi je m'engageais en devenant membre du conseil d'administration. Je me confortais un peu sur la confiance que j'avais envers la gestionnaire qui m'avait recrutée parce que justement, c'est elle qui m'accompagnait en me disant, bah, voici, là, tu vas faire ci, là, tu vas faire ça. Donc, je suivais un peu le flow. Par contre, quand je suis allée dans le deuxième conseil d'administration d'un autre organisme, là, je suis venue avec un regard un peu plus critique parce que là, je me disais, tiens, quand on a voté, en quoi ça m'impacte? Parce que ce qu'il faut savoir, quand dans un conseil d'administration, si on ne s'objecte pas et que ce n'est pas mentionné au procès verbal, c'est comme on dit de façon générale, qu'il ne dit mot consent. Donc, la décision qui est prise, on est implicitement inclus là-dedans, même si dans son cœur, on était contre. Donc, d'où l'importance. Moi, j'étais vraiment très axée sur les procès-verbaux, là, de vraiment pouvoir, euh, comment dire, Donner son écrire. opinion. C'est ça, écrire, que tout soit écrit, c'est sûr, pas tout, parce qu'il ne faut pas non plus qu'un procès verbal, là, ça devienne le verbatim de tout ce qui s'est dit pendant la rencontre. Mais les éléments importants qui ont mené à la décision, c'était vraiment important que ça soit mentionné parce que c'est là où on devient responsable. Et si un jour il y a un enjeu, Philippe le soulignait tantôt, surtout au niveau des ressources humaines, quand une décision est prise, ben c'est pas envers le gestionnaire de l'organisme qu'on va se retourner, c'est envers les membres du conseil d'administration parce que c'est eux qui ont entériné la décision. Donc, c'est là que j'ai comme... Donc, je me suis lancée à l'aveugle, puis c'est après que je suis devenue un peu plus critique, puis que là, j'avais plus de réserve au moment des prises de décision en fonction des votes. Parfois, je demandais les votes sur certaines questions parce que je comprenais que je pouvais avoir, que j'étais plus responsable, si on veut, de ce qui allait être fait ou décidé. Exactement, exactement. De toute façon, les membres d'un CA, ils ont différents droits, hein, le droit à l'information, le droit de vote, etc., etc. Donc, il faut user des droits qu'on a, quoi, dans les conseils d'administration. Oui, c'est important de le souligner. Des fois, on parle seulement des devoirs, des responsabilités, mais on a des droits, Mhm. le droit d'être convoqué à des réunions. Puis justement, le droit à l'information, il est essentiel parce que on parle souvent dans les conseils d'administration d'asymétrie de l'information parce que en tant qu'administrateur, on va participer peut-être à 25 heures ou maximum 30 heures de réunion dans l'année et on côtoie
une équipe de direction, s'il y a des employés, qui est en poste 35 heures par semaine. Donc, la direction a beaucoup de connaissances, d'informations, puis elle ne peut pas tout remettre au conseil d'administration. On doit aller chercher quand même les informations les plus importantes pour nous éclairer dans nos décisions. Maintenant, on sait que bon, on a une trentaine de personnes avec nous en ligne en ce moment. On sait que ce sont des gens qui sont assez motivés et engagés pour siéger dans des conseils d'administration, pour venir avec nous ce mercredi soir, là, participer à un atelier sur la gouvernance. Mais qu'est-ce que vous avez comme conseil peut-être à leur partager en termes de ressources? Comment faire peut-être pour... Parce que là, c'est personnes-là souhaitent aller dans des conseils d'administration, mais qu'est-ce qu'elles pourraient faire en plus de participer à nos webinaires, là, et qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour mieux se documenter peut-être et mieux connaître ce qui va les attendre au moment d'entrer dans un conseil d'administration? Pour la documentation en général, le côté théorique, je saurais pas trop quoi donner comme référence sur, il y en a de toutes. Puis je pense que Concertation Montréal, vous êtes un peu les plus à même pour les accompagner de ce côté-là. Par contre, côté pratico-pratique, moi, si j'avais une recommandation, c'est vraiment de porter attention aux assemblées générales. Donc ça, je trouve que c'est une bonne école pour un peu, sans encore être impliqué, le fait d'assister aux assemblées générales de monde permet de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'organisme, parce que c'est là qu'on fait le bilan en général annuel de tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été fait pendant l'année. Puis je pense que ça aide un petit peu aussi à comprendre déjà les bases du fonctionnement d'un organisme et de la prise de décision dans un organisme. Fait que côté pratico-pratique, je dirais plus ça. Puis côté théorique, j'ai pas vraiment de référence parce qu'effectivement, bon, comme Harold, on a beaucoup appris sur le tas, puis c'est après qu'on a lu, fait que la posture que vous avez aujourd'hui, on aurait bien aimé l'avoir avant nous aussi, donc d'apprendre avant de se lancer, mais c'est ça. Je laisserai la parole à Harold. Je sais pas si toi, tu as eu à avoir des documents que tu peux recommander. J'essaie de fouiller rapidement là, mais rien de spécifique ne me vient en tête. Moi, vous savez, Internet est accessible à tous, hein. Vous pouvez vous amuser à faire pas mal de recherches, mais Aurore, tu touches un bon point. Euh, Assister à la chose. Assister à la chose dans la mesure du possible. Vous voyez comment ça se passe, ressentez des choses et essayez de vous transposer, voilà, à peu près. Est-ce que vous êtes, voilà, est-ce que vous vous sentez réellement là? Parce que c'est très facile de dire, oh oui, écoutez, je veux être dans un CA, etc. Bon, il y a être dans un CA, il y a être, et il y a vraiment jouer son rôle dans un CA. Donc, c'est deux choses différentes là. Mais quand il vient vraiment le temps de jouer son rôle, être capable de dire non alors que peut-être tout le monde a dit oui, être capable d'objecter, etc., ce n'est pas toujours simple. Il faut aussi avoir la possibilité de justifier justifier des réponses, pouvoir échanger, parfois même comme si on était dans une, entre guillemets, dispute là, mais c'est avoir cette capacité d'argumenter sur des points essentiels. Nous, on peut justement juste vous dire, écoutez, orientez-vous vers des gens comme Philippe pour de la documentation si vous avez besoin de lire, faites vos recherches vous-même. Je pense même que sur des plateformes comme YouTube, il y a certaines vidéos qui démontrent un peu, en fait, des vidéos de démonstration de comment certaines choses se passent, comment organiser, etc. Pense aussi, il ne faut pas sous-estimer le soutien des pairs. Donc, allez voir des Ah gens oui. de votre entourage qui siègent déjà dans des conseils d'administration. Nous, on l'a dit, le groupe des 30, le but, c'est de mettre en valeur l'expertise développée par les membres. Puis, souvent, quand c'est quelqu'un de notre entourage, la personne va trouver les bons mots, puis va pouvoir mieux comprendre peut-être les questionnements qu'on peut avoir. Donc, c'est toujours un élément qui peut apporter un bon complément. Et il faut le rappeler, c'est du bénévolat dans la quasi-totalité des cas. C'est une expérience qu'on veut
positive. Puis comme le disait Aurore, d'aller dans une assemblée générale, ça permet de rencontrer les gens, ça permet de voir est-ce que j'ai envie de consacrer 50, 100 heures par année à cette organisation-là en étant au conseil d'administration, en participant aux activités, en lisant, commentant les documents, en assumant des responsabilités légales. Donc, le fait de s'imprégner des réalités de l'organisation, parce qu'on peut avoir un très beau site Internet, mais dans les faits, c'est peut-être pas l'expérience qu'on recherche. Donc, d'aller à la rencontre des gens, de ne pas trop se presser. Des fois, c'est un processus qui peut se faire sur 6 mois, sur une année. Une Et année, ouais. lorsque vous êtes dans des conseils d'administration un peu plus compétitifs, ben, on ne peut pas arriver en assemblée générale, lever la main, être élu instantanément. Il y a des gens qui font campagne, il y a des gens qui vont chercher des appuis à l'avance. Donc, il faut se préparer à cette expérience-là. Mais je pense que les éléments que vous amenez sont tout à fait pertinents. Puis oui, de lire des documents, mais de voir l'expérience des autres, de poser des questions, je pense que c'est quelque chose qui peut contribuer de manière importante à la formation. Au sein des conseils d'administration, on parle souvent d'un double rôle. Donc, il y a vraiment celui de contribuer à la stratégie de l'organisation au niveau de la vision, de voir où on se projette, de voir les choix de programmation, par exemple, qu'on va faire. Et de l'autre, il y a un rôle de conformité. On doit s'assurer que l'organisation dans laquelle on siège respecte ses obligations légales, respecte sa mission. Donc, c'est un peu les deux pôles. Et lors d'une rencontre de conseil d'administration, on passe un temps variable sur chacune de ces deux grandes questions-là. Maintenant, euh, est-ce que puis le constat que j'ai fait moi-même personnellement, c'est que parfois on est trop axé sur les questions de conformité et à la fin de la soirée, après la rencontre du conseil d'administration, moi je me demande toujours comme question, lorsqu'il y a une direction générale, combien de temps de la réunion qui a duré 3 heures, combien de temps nous a permis d'amener des sujets qui vont alimenter la réflexion de la direction générale et l'aider dans son travail. Puis des fois, je faisais le constat que c'était pas beaucoup de minutes là, sur le total de la soirée, qu'on avait été plus axé sur des aspects plus de formalité, tout ça. Donc, euh, grand détour pour arriver à ma question, mais est-ce que vous considérez que les conseils d'administration où vous siégez consacrent assez de temps à la stratégie? Une bonne question. Euh, je dirais ça va dépendre de l'expertise et du- de, de, de la position dans laquelle est l'organisme à quel moment. Parce que si je compare, par exemple, deux organismes, celui qui était plus aguerri, c'était vraiment de l'exécutif. Là, on allait vraiment à la prise de décision pour que la directrice puisse s'en aller avec des directives claires pour la suite des choses. Elle nous faisait un bilan, puis elle s'en allait avec des directives à chaque fois. Donc, c'était un peu ça, les rencontres du conseil d'administration. Le deuxième était un peu plus en restructuration. Donc là, oui, on passait beaucoup plus de temps dans des histoires de conformité, puis de règlement, de non, on n'aurait pas dû décider ça comme ça, on recommence. Donc, ça dépend vraiment de la maturité. Voilà, c'est ça le mot exact que j'aurais dû utiliser, de la maturité de l'organisme, en De fait. l'organisation, exactement. Ouais. Oui. Oh oui, je valide à 100%. Ça dépend vraiment de l'étape de vie. Moi, actuellement, par rapport à ce que j'aide, là, on est justement dans tout ce qui est conformité, comment établir les choses, comment les choses doivent se faire, etc. C'est un peu le jeu dans lequel on est actuellement, même si officiellement, l'organisation n'est pas encore née, mais on y travaille. Et puis, par rapport à là où je siège même, oui, on a beaucoup de débats, même si, oui, on fait encore un peu de la conformité dans certains cas.
Mais on a beaucoup de réflexions sur comment vraiment impacter par rapport à ce que nous voulons faire et là où nous voulons amener l'organisation. Donc, on passe des séances de, ouais, je vais appeler ça un peu de brainstorming, on tourne autour de différentes idées, on essaye de faire différents scénarios, etc., avant de prendre des décisions. C'est sûr que les deux éléments devraient se retrouver dans les rencontres, mais je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens vont commencer par les éléments de conformité, donc beaucoup d'éléments d'information dans la rencontre du conseil d'administration qui, dans bien des cas, se déroule en soirée. Puis on se rend compte que là, on déborde un peu, on discute, c'est plus long. Puis lorsqu'on arrive au moment où on devrait parler de stratégie, ben, les gens regardent leur montre, puis c'est déjà bientôt l'heure de conclure la rencontre. Donc, la conception de l'ordre du jour a un rôle Un rôle crucial, c'est ça. très important, oui, parce qu'on a la possibilité aussi, en voyant l'ordre du jour, on sait déjà si c'est des points plus qui touchent à la conformité ou à l'aide à la décision, à la stratégie, et dans quel ordre on les place, combien de temps on attribue à chacun de ces points-là. Ça va avoir une incidence certaine sur le bon fonctionnement de l'organisation. C'est ça, Est-ce que c'est c'est ça. aussi... Moi, je vais donner rapidement l'exemple du fait que ben, parfois, on sait qu'on va siéger, là, on sait qu'on a un objectif précis. On prend cet objectif-là et on lui donne, supposons que c'est une rencontre de 2 heures, là, on lui donne, on se dit, bon, 45 minutes, là, on s'assure, garantie sans faute, qu'on va consacrer au moins 45 minutes à tel point. Et maintenant, le reste, on peut y aller un peu plus ou moins freestyle, mais après, il y a quand même quelqu'un qui suit. Et dès qu'on sait qu'on déborde trop, là, on se remet dans le droit chemin pour être sûr au moins qu'on a atteint nos objectifs en fin de session. Parfois, on peut aussi avoir dans l'année un ou deux moments, notamment lorsqu'on approche là, des périodes de planification, mais de se dire, aujourd'hui, la rencontre de conseil d'administration, comme tu le disais tout à l'heure, Harold, ben, c'est un brainstorming. Donc, on prend le temps de discuter, de débattre de grandes idées, puis on ne va pas ajouter tous les autres points qu'on retrouve habituellement aux rencontres de conseil d'administration pour s'assurer de consacrer assez de temps à ces questions-là et pour peut-être s'assurer d'être prêt aussi là, au moment d'une échéance, que ce soit le dépôt d'un appel de projet ou le dépôt d'une planification stratégique pluriannuelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un conseil de... Souvent, on utilise le terme de rubber stamping, là, de mettre des étampes. Euh, Puis là, je fais peut-être exception au milieu scolaire, Aurore, parce que des fois, dans les centres de services scolaires, il y a beaucoup de points de conformité. On n'a pas vraiment le choix parce que c'est une responsabilité légale, mais dans le milieu communautaire ou les organismes, peut-être que vous avez euh, accompagné depuis leur création, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un rôle un peu trop euh, ben, plus de validation, justement, où vous avez l'impression que vous êtes là juste pour prendre des décisions rapides, mais qui n'ont pas tant que ça d'incidence sur l'avenir de l'organisation. Bref, un CA un peu plus bureaucratique où votre contribution, vous sentez qu'elle est moins utile, puis ça vous amène à questionner votre engagement. Hmm, je dirais pas que c'était sur des décisions qui concernaient moins l'avenir de l'organisation, mais c'était plus que des décisions semblaient déjà avoir été prises. Je pense OK? qu'Harold l'a déjà mentionné là. Que les gens, on sentait quand on arrive dans la réunion que ça avait déjà été discuté, ils ont déjà mâché le projet, puis ils venaient nous demander notre avis, mais en nous recommandant fortement de suivre la décision qu'ils avaient prise. Puis ça, c'est parce que parfois, dans les conseils d'administration, il y a aussi des sous-comités. Donc, parfois, certains membres du conseil d'administration vont être en sous-comité, par exemple, pour les finances, pour les travaux, il y a plusieurs domaines. Et ces personnes-là qui sont en sous-comité vont déjà commencer à faire un premier travail de défrichage pour ne pas qu'on ait à faire encore toute une analyse pendant qu'on est en CA. Ce qui fait que nous qui ne faisions pas partie de ces comités-là, quand on arrivait, on était un peu sur le fait accompli, puis l'analyse avait déjà été faite et puis il fallait un peu faire confiance, si on veut, aux personnes qui avaient été dans le sous-comité. Donc oui, là, beaucoup, je me suis questionnée à savoir, ben, est-ce que
est-ce que c'était pertinent que je sois là? Est-ce qu'il aurait peut-être fallu à ce moment-là que je m'implique aussi dans le comité pour mieux comprendre? Mais bon, je peux pas être partout non plus. À la fois, j'avais fait déjà mes choix, mais c'est vrai que dans ces moments-là, je me suis demandé, mais là, tu sais, je peux pas m'opposer à la décision parce que c'était quand même bien fondé, parce que c'était des projets pour financer l'organisme, etc. Mais j'avais des réserves que je ne pouvais pas émettre parce que je n'avais pas le temps d'apporter une autre analyse pendant la rencontre de 3 heures qu'on avait en une soirée, là. Hum. Et c'est un Mhm, bon point mhm. que tu amènes. Parfois, la solution, c'est d'aller dans les sous-comités qui discutent des enjeux qui sont les plus importants pour nous. Et idéalement aussi, le sous-comité rencontre de façon régulière au conseil d'administration parce que si trop de temps s'écoule, puis il y a eu plusieurs rencontres du sous-comité, des fois, on est rendu tellement loin dans la décision qu'il est impossible de revenir en arrière. Mhm. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut partir sur vraiment une base de clarification des responsabilités, de communication fréquente, hein. Surtout quand on est dans des approches avec des sous-comités comme ça, on peut se retrouver très vite largué. Et donc, il est important que à chaque, je vais dire, je vais pas appeler ça des micro-décisions, mais bon, des décisions intermédiaires, etc., là, que ça puisse remonter et qu'on puisse, au moins avant des sessions, se prendre un peu de temps pour potentiellement préparer un argumentaire si on sent qu'on n'est pas vraiment d'avis avec ce genre de choses. Merci. Je vois que le temps passe. Il nous reste 30 minutes. Peut-être qu'on peut, Bon, s'il y a des participantes ou des participants qui ont des questions à ce stade-ci, on pourrait peut-être prendre deux ou trois questions, y répondre, puis avant de continuer avec les deux derniers blocs qui vont conclure la présentation. Donc, je vous invite à lever la main si vous avez des questions à ce stade-ci. Et on va vous demander d'activer lorsqu'on vous appellera. Donc, activez votre caméra et votre micro. On va commencer. Donc, il y a Emo qui a une main levée. Emo, on vous donne la parole. Oui, bonsoir. Oui, est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Je l'ai activé, on dit que c'est l'autre qui doit le démarrer. Ah, je vais juste aller voir. Quand je l'active, on dit que c'est démarrer la vidéo, on dit vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'autre l'a désactivé. OK, je vais juste regarder ça. ben, pendant que Philippe regarde ça, je passe rapidement le mot sur le fait que, vous voyez, là, on a à peine, en fait, à peine on a commencé, là. Et puis, bizarrement, il vient de se passer 1 heure très, très facile. Et ça arrive comme ça en conseil, là, que juste sur des discussions de plus ou moins rien du tout, là, le temps file très vite. Donc, c'est toujours bien aussi d'avoir un timekeeper qui puisse recadrer les choses et dire, ben, allons à l'essentiel, quoi. Donc, effectivement, j'essaie de voir. On va y aller sans la caméra. Oh, Vous nous excuserez. Et moi, on vous donne la parole pour votre question. Ah, Ah, ça vient d'accord. de fonctionner. C'est bon. parfait, oui. Oui, je pense que c'est Hmm. bon maintenant. Ok, bonsoir à Oui, c'est tous. bon. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Moi, c'est Valère, c'est Emou Valère. Au fait, je participe à mon troisième webinaire avec Stéphanie Kabak, puisque chaque fois, elle m'envoie les invitations. Je sais qu'elle envoie plusieurs personnes. Mhm. Et je suis très ravi, enchanté de participer à celui-ci, même si cela ne cadre pas trop avec mon domaine d'activité, mais j'ai quelques questions parce que j'ai eu à participer à quelques associations je sais pas comment on peut dire, familiales ou des associations communautaires, ou dans lesquelles on a souvent recours à des stratégies qui ont trait à ce que vous avez expliqué aujourd'hui en gros, dans les commissions et autres, parfois pour trouver des résolutions, pour mettre sur pied des stratégies à adopter, soit pour le bien-être de la communauté, soit pour le bien-être de la bonne marche peut-être des activités dans lesquelles on se trouve, même en famille, parce que la famille aussi c'est une entreprise, si on peut le prendre ainsi. En fait, moi, l'incongruité que j'ai généralement rencontrée et qui m'a souvent fait rire, parce que ma question a deux volets. Quand on regarde, par exemple, parfois, on peut dire quoi, je sais pas comment je peux appeler ça, on dirait on peut dire une charte
dans laquelle, par exemple, la plupart des entreprises s'appuient pour fonctionner. Moi, l'introductivité que je trouve généralement, c'est quoi? Souvent, le document est long, le volume est long. Comme le disait Harold, il faut qu'on ait la culture, par exemple, de la lecture. C'est pas tout le monde qui a la culture de la lecture, mais parfois, dans ces chartes, parfois, il y a des pièges. Je vais le dire pourquoi. Parce que je me suis rendu compte avec le temps, moi qui suis un peu curieux, que cela est fait souvent à dessein pour empêcher certaines personnes qui n'ont pas l'art de vouloir lire, d'être prises au piège, juste par le volume, par exemple, du document, de ce qu'elle a à l'intérieur. D'abord d'un. De deux, maintenant, moi, je pense que les chartes ou alors les règlements d'une entreprise, d'une association, qui, pour son bon fonctionnement, parfois on peut la résumer de manière circonscrite à ce que le volume permet à tous un chacun de savoir essentiellement ce qui est important avec la vision dans laquelle on veut partir. Voilà un peu ce quoi moi je parle. Et un autre aspect des choses pour terminer, que j'ai aussi remarqué, c'est que parfois quand on fait les commissions, il y a souvent je peux pas comment je peux dire ça, des difficultés qu'on rencontre parce que généralement, l'idée générale est souvent ancrée souvent à celui qui porte le projet. Or, que parfois en bas, il y a souvent des gens qui ont des idées, c'est pas dit exceptionnelles, sur lesquelles souvent on ne s'appuie pas pour pouvoir marcher peut-être pour avancer. Parce que généralement, on va dire quoi, je dis à l'actionnaire majorité dans une entreprise, généralement, moi j'ai remarqué que généralement, sa vision est la plus appropriée et parfois il faut, mais on ne s'assoit pas sur cette vision-là, alors qu'il y a des approches dans les commissions parfois qui sont essentielles sur lesquelles on peut s'appuyer pour que l'entreprise fonctionne mieux. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir sur ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a des règlements généraux parfois qui sont beaucoup plus longs que nécessaire. Donc, on peut les synthétiser, mais il y a beaucoup à dire aussi. Il y a souvent des aspects juridiques incontournables, mais ce que je peux donner, moi, comme conseil, c'est quand même de bien prendre le temps de les lire, puis ça devrait vous aider à choisir vers quelle organisation vous souhaitez aller. Donc, Harold et Aurore, je ne sais pas si vous avez des éléments à ajouter. Non, c'est vrai que Oui, je suis tout oui. à fait d'accord avec toi là que ce sont souvent des documents très lourds et pénibles à lire, mais je pense que l'idée aussi, c'est peut-être de demander à les avoir longtemps à l'avance pour avoir le temps de le lire tranquillement. C'est-à-dire que c'est pas 2 semaines avant la réunion qu'on prend possession des règlements généraux. Il faut que l'organisme les mette à votre disposition bien avant le moment où il va falloir venir se prononcer là-dessus. Puis, je pense, Philippe, qu'on peut le demander en tout temps. Dans le fond, j'arrive à un organisme qui m'intéresse un temps soit peu, puis là, de dire, ben, tiens, donnez-moi les règlements généraux. Et comme ça, on prend le temps de lire. Après, dans les règlements généraux, il y a toujours aussi, il y a des titres, hein, donc parfois, peut-être aller peut-être à l'essentiel de quel est le sujet qui vous intéresse. Est-ce que c'est la composition des membres? Est-ce que c'est le vote? Est-ce que c'est la fréquence des réunions? Est-ce que c'est la mission d'abord qui est présentée en tout premier? Donc, commencez par lire les titres, voir ce qui est le plus important. C'est pas facile toujours à lire. J'avoue que comme disait Philippe, là, il y a beaucoup d'éléments aussi quand même juridiques. Mais souvent, les règlements généraux sont quand même, ont une base qui est assez commune. Donc, à force d'en lire, vous allez vous rendre compte qu'ils sont parfois tous composés des mêmes éléments que vous allez retrouver. Donc, si vous en avez lu un une fois, le deuxième, le troisième va être beaucoup plus facile à lire. Exactement, exactement. Les gens, beaucoup de personnes partent sur une base et ils font du copier-coller amélioré, donc, ou du copier-coller ajusté à leur contexte. C'est ça. Mais le premier que vous allez lire, prenez-le comme un cours, hein. Vous avez votre highliner, vous commencez à lire, vous surlignez les points importants, vous revenez dessus pour être sûr, vous posez des questions et vous commencez à bâtir un peu une approche ou, je vais dire, ouais, c'est ça, une approche de lecture efficace, quoi. Parce que, entre guillemets, supposons hein, que vous soyez dirigeant d'entreprise, etc., il y a des rapports qui vont remonter et vous n'allez pas juste les surligner, sinon ça finira tôt ou tard par vous rattraper, quoi. Donc, c'est aussi une façon de dire que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas non plus juste de quoi faire pour glisser quelque chose sur un CV ou juste dire qu'on a une activité à côté, là. Donc, c'est plus ou moins sérieux. Donc, si vous n'aimez pas lire, là, essayez de prendre l'habitude en même temps, quoi. Mais c'est un bon point que tu soulèves, Harold, parce qu'il y a les règlements généraux, mais aussi quand on s'implique dans un conseil d'administration, au terme de chaque réunion, on a un procès verbal.
Donc, Et et il est de la responsabilité de tous les administrateurs de lire le procès verbal pour s'assurer qu'il est conforme à ce qui a été à ce dit. qui, voilà. Donc, c'est sûr qu'après chaque réunion ou avant, selon le moment, il faut toujours lire les procès-verbaux. Donc, ça aussi, c'est une lecture qui n'est pas toujours très agréable et pénible, mais qui est quand même, somme toute, essentielle là. Donc, je pense que c'est un bon point là de dire que si on devait dire quelle est la qualité qu'un un administrateur devrait avoir, aimer la lecture devrait en faire partie, je pense. Merci. Merci, Emo. On va poursuivre avec d'autres Val Alexandre, si vous voulez bien activer votre micro et votre caméra. Allô? Oui, Oui, bonsoir, monsieur Massé et madame Stéphanie et tous les panélistes ici présents. Bon, moi, c'est Claude Alexandre. Je tenais déjà à vous remercier déjà pour ce panel. Ma question est la suivante. Pour quelqu'un, est-ce que le choix du conseil d'administration se fait en fonction de l'activité que la personne a ou bien cela peut se faire de façon aléatoire, euh, soit par, par expérience ou bien se faire conseiller? Ça, c'est la première question. La deuxième, euh, pour quelqu'un qui a peut-être une connaissance, qui a déjà été membre d'un conseil d'administration, est-ce que euh, se faire conseiller par cette entité sera vraiment l'idéal? Ça, c'est la deuxième question. La toute dernière, euh, quels, quels sont les types de sociétés, que ce soit étatiques ou privées, que vous pouvez nous conseiller en fait? Dans nous qui enfin, envisageons faire une petite expérience dans ces conseils d'administration. Merci. merci. Mais je pense qu'on peut avoir un webinaire uniquement sur vos trois questions. On va essayer peut-être d'y aller en survol ou les prendre partiellement parce qu'on va devoir continuer. Mais je ne sais pas, Harold et Aurore, si vous voulez aborder ou apporter certaines réponses. Euh, oui, par rapport au rôle, ou du moins, ouais, c'est ça, au type de rôle qu'on veut prendre dans un CA, est-ce que c'est conforme à ce qu'on fait déjà ou ce genre de choses? Écoutez, je pense que ça dépend de vous-même, votre objectif de base. Qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous entrez dans le CA? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez tirer de là? Vous pouvez moi, j'interviens souvent sur des questions, je peux être dans le sous-comité où on est plus dans des questions d'ordre techno, parce que je sais que ça, c'est mon domaine, mais je ne vais pas rester là seulement et puis ne pas profiter de la richesse du partage. Donc, moi, personnellement, je rentre souvent dans des CA pour apporter une approche ou un regard très techno sur des choses ou des idées dans le genre. Mais j'en profite pour tu sais, acquérir de la connaissance niveau juridique, administratif, finance, etc. Donc, toi, tu peux être dans un domaine X et aller complètement dans un domaine ou dans une approche Y dans ton CA. Mais là, voilà, ça veut dire que tu dois accepter quand même un certain niveau d'humilité, d'accompagnement par des pairs et d'apprentissage surtout. Ok, merci. Et Pour ce qui est Harold? du choix du CA, moi, je pourrais dire, il faut regarder aussi surtout la mission de l'organisme. Est-ce que la mission vous rejoint d'abord? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rejoint? Puis ça, c'est aussi la même chose pour le type de société. Là, je pense que c'était la troisième Mhm. question. Donc, ça va dépendre de un, la mission. Qu'est-ce que fait l'organisme? Est-ce que c'est une mission qui me parle? Est-ce que c'est quelque chose qui rejoint mes valeurs? Moi, par exemple, c'était tout ce qui touchait aux activités qui étaient offertes aux familles, l'intégration des familles dans le quartier. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers ça. Après, pour le type de société, pour commencer, moi, je dirais de choisir un organisme où on peut tout de suite voir les résultats ou comprendre les actions. Donc, quelque chose qui est peut-être plus terrain, parce que les grandes organisations qui prennent des décisions théoriques, si je peux dire, c'est peut-être un peu gros, on ne va pas tout de suite voir l'impact, fait que parfois on a du mal à comprendre un peu l'effet ou l'impact de nos décisions, alors qu'un petit organisme terrain
Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, un organisme de soccer pour les enfants du quartier. Ben là, on voit tout de suite, on a donné tant d'activités, on a de plus en plus de personnes qui se joignent, fait qu'on peut facilement, plus facilement évaluer et puis l'impact de nos décisions et puis voir ce qu'on fait. Puis, comme a très bien dit Harold, il faut aussi y aller avec son expertise à soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais apporter dans le CA dans lequel je viens. Parfois, on n'a pas toujours une expertise. Moi, personnellement, je suis plus un peu généraliste, donc je ne suis pas venue comme trésorière ou comme ci ou ça. Mais en venant avec cette expertise générale-là, tiens, on trouve, on finit toujours par trouver quelque chose qui va venir nous chercher puis qu'on va pouvoir mettre sur la table. Bien, donc j'espère que ça répond ou du moins en partie à vos questions, mais ce sont des éléments importants, puis on le rappelle, c'est du bénévolat que vous faites. Il y en a qui disent, moi, je travaille en comptabilité du lundi au vendredi de 8 heures le matin à 18 heures le soir. Donc, quand je vais dans un conseil d'administration, j'ai envie de faire autre chose. Donc, ça peut être l'occasion aussi de découvrir de nouveaux secteurs d'activité, mais comme Aurore le disait, la mission, elle est importante parce que quand on s'engage, c'est pour plusieurs années, il faut avoir une motivation suffisante et garder en mémoire que même si on n'est pas expert dans un domaine, on a quand même une responsabilité. Si on parle d'état financier, même si on n'est pas comptable, ben, on est responsable de s'assurer, comme tous les autres membres du conseil d'administration, que les décisions qui sont prises vont se faire dans l'intérêt de l'organisation. Donc, on va poursuivre avec nos points. Merci pour vos contributions, puis on se gardera un petit 5 minutes à la Merci. fin pour prendre peut-être une ou deux questions avant de terminer. Donc, je vais poursuivre avec les deux derniers points. Les relations avec la direction générale. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. On le sait, ce ne sont pas toutes les organisations qui peuvent compter sur une direction générale ou même des employés. Il y a des milliers d'organisations au Québec qui ne vivent que grâce au bénévolat. Mais là, on va se rapporter ici peut-être au cas d'organisations un peu plus structurées. Comment ça se passe et comment on peut développer une bonne relation avec la direction générale? Je le dis parce que si la relation elle est bonne, s'il y a un climat de confiance, ça allège beaucoup le travail des membres du conseil d'administration, puis ça facilite, ça réduit le nombre d'heures qu'on va avoir à passer dans l'organisation. Donc, peut-être brièvement, Aurore et Harold, comment ça se passe avec vos directions générales, puis comment vous travaillez le climat et la relation? Ok, je peux prendre ça. Personnellement, dans les CA où j'ai siégé, c'est plus vraiment donner du temps pour la communauté. Mais heureusement, j'en connais qui siègent dans des conseils un peu plus gros. Et on a eu des discussions pas mal intéressantes par rapport à cela. Et la réponse que je peux donner par rapport à cette question, c'est d'abord vraiment de clarifier les rôles. C'est conseil d'administration, le rôle, ensuite le rôle des administrateurs, direction, rôle et rôle des membres de la direction. Ensuite, il faut établir un schéma de communication vraiment clair. Ça, je pense que c'est essentiel pour que tout le monde soit plus ou moins quand même à un certain niveau d'information. Après, il y a la définition des attentes et de bon, ce qu'on appelle communément des KPI pour pouvoir mesurer un peu les efforts qui sont mis ou qui sont faits au niveau de la direction générale. Et enfin, ben, il ne faut pas que ce soit aussi quelque chose qui ressemble à une sorte de micromanagement ou, ou ce genre de choses. Donc, laisser quand même un minimum d'autonomie. Moi, après, je pense, une fois qu'on a bâti un certain niveau de confiance, comme Philippe, tu l'as dit, une fois qu'on a bâti quand même un certain niveau de confiance et qu'on a passé certaines étapes ou dans un certain niveau de vécu, les choses sont beaucoup plus simples. Merci. Aurore, quelque chose à ajouter? Ben, moi, de mon expérience, je pense que la direction générale, il faut aussi le voir. Ben, ça dépend des conseils d'administration. Il y a des conseils d'administration où la direction générale fait aussi partie du CA,
Donc, elle Mhm. prend part aux décisions. Puis, il y a des conseils d'administration où elle ne prend pas part aux décisions. Donc, elle vient juste pour rendre compte au CA de ce qui a été fait. Et puis, c'est le CA qui prend les décisions. Donc, dans ces cas de figure-là aussi, c'est de voir, d'avoir aussi, d'établir une relation, comme Harold le disait là, une relation de confiance, de l'accompagner dans son quotidien. Donc, pas juste attendre le conseil, la réunion du conseil d'administration pour écouter, puis avoir des comptes rendus, mais avoir une relation de confiance établie au fil du temps en prenant des nouvelles, parfois au téléphone. Bon, comment ça va? C'est bientôt la réunion, comment tu te prépares, etc. Est-ce que on peut t'aider avec les documents? Est-ce qu'on peut t'alléger, etc. Donc, c'est une relation à bâtir, c'est effectivement une relation de confiance à avoir. Puis, c'est quelqu'un qui doit pouvoir compter aussi sur son conseil d'administration, là, qui est là vraiment pour l'aider, pour l'épauler dans ses fonctions de direction. Très bien. Et ben, on dit souvent la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, le conseil d'administration a un rôle quand même, ça doit se faire en respectant certaines normes, mais même si on fait confiance à la direction générale, il faut toujours quand même être attentif et poser des questions et attendre des réponses aussi. Parce que euh, c'est un peu drôle à dire, mais on dit que dans un conseil d'administration, il doit régner un climat de saine tension. Donc, c'est pas un Mhm. groupe d'amis qui se retrouve, il doit y avoir quand même euh, la direction générale qui vient rencontrer son conseil d'administration doit se préparer, elle doit s'attendre à ce qu'on la questionne, à ce qu'on lui demande de justifier certaines décisions. Puis, ça permet aux gens de se dépasser, puis de réfléchir peut-être davantage à des facettes moins évidentes du quotidien de l'organisation. Donc, après, il faut le faire correctement. Lorsqu'on a des questions complexes aussi, on peut les communiquer d'avance à la direction générale. On ne veut pas prendre les gens à contre-pied, mais il faut quand même parfois ne pas se satisfaire de la première réponse et en demander un peu plus pour bien comprendre. On va terminer avec les politiques et les outils de gestion parce que le conseil d'administration doit quand même intervenir dans un cadre qui n'est pas complètement défini par les règlements généraux, par les lettres patentes. Donc, on se donne des outils, que ce soit la politique d'autorisation de dépenses, le code d'éthique, que ce soit une politique de ressources humaines, mais on sait que les petites organisations n'ont pas nécessairement toute la possibilité de développer ces outils-là. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans les CA où vous siégez, vous pouvez vous baser sur des politiques pour prendre vos décisions ou bien les politiques n'existent pas encore et vous devez gérer un peu au cas par cas. Moi, dans mon CA actuel où je siège, on n'a pas encore de politique. Par contre, celui sur lequel je travaille avec d'autres personnes pour monter l'organisation, on est en train de travailler sur des politiques, notamment comment on gère les risques et la gestion des conflits d'intérêts. Hmm. Parce que de base, hein, upfront, les membres, en fait, tous ceux qui sont dans l'équipe actuellement et qui vont constituer l'organisation, il y a clairement de fortes chances qu'il y ait des conflits des possibilités de conflits d'intérêts dans le futur. Donc là, actuellement, on est en train de travailler sur ça. Donc, on fait chacun des recherches un peu de notre côté, on s'assoit, on voit des cas qui existent déjà et on essaye de monter le nôtre par rapport, ben, en fait, on fait des scénarios, quoi, et c'est par rapport à ça qu'on essaye de mettre en place les documents de politique. Merci. Ben, c'est vrai que moi, c'est pas non plus des documents avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Souvent, ce sont tu sais, oui, il existe des politiques, mais elles ne sont pas toujours officielles, rédigées. Ce sont plutôt des façons de faire qu'on a depuis toujours et qu'on Mhm. continue de cultiver. Donc, j'ai pas vraiment travaillé avec ces documents-là, si ce n'est que des politiques par rapport aux ressources humaines. Quand ça touchait aux ressources humaines, là, oui, on avait des éléments qu'on pouvait consulter, comme la politique sur le harcèlement, etc.
Mais directement pour la gestion du au sein du conseil d'administration, j'en ai pas vraiment eu. OK. Parce que c'est un élément qui allège. Au départ, c'est long à mettre en place, mais ça allège ensuite le C'est travail très long. des administrateurs. Pour donner un exemple aussi, par exemple, le pouvoir de dépenser. Dans une organisation, généralement, on va déterminer des seuils pour dire que une dépense qui va de 1 $ à 500 $, par exemple, un membre de l'équipe peut l'autoriser. De 500 $ à 2 000 $, ça va aller à la direction générale et 2 000 $ et plus, c'est le conseil d'administration qui doit l'approuver. Ça serait vraiment pour une petite organisation, là. Parce que j'imagine dans une grande organisation comme le CACI, si à chaque 2 000 $ de dépensés, il fallait solliciter le conseil d'administration, vous auriez des administrateurs, administratrices très occupés. Mais déjà d'avoir ces normes-là, ça permet on n'a pas de questions à se poser, on sait que on suit la règle. Le code d'éthique, c'est la même chose de dire il y a des organisations où ben, on ne peut pas accepter, par exemple, de cadeaux du tout provenant de membres, de partenaires, de fournisseurs. Les choses sont claires. En ressources humaines également, ben, ça va permettre le cadre va être appliqué après par la direction générale, mais de dire ben, combien de temps de vacances les employés vont avoir, combien de temps on a, par exemple, dans des circonstances comme un déménagement, un décès, un mariage ou autre. Donc, ça va vraiment oui, il y a les normes du travail au Québec, mais chaque organisation peut après développer ses propres outils. Donc, on a fait le tour des points qu'on souhaitait aborder. Maintenant, il nous reste quelques petites minutes. On aurait peut-être le temps pour deux questions ou deux contributions, peut-être de la part de membres de l'assistance qui voudraient nous partager leur expérience ou peut-être nous dire si, à l'écoute de ce qu'on vous a partagé ce soir, ça confirme votre intérêt pour être présent et vous impliquer dans des conseils d'administration. Donc, si vous voulez lever la main, on pourrait prendre deux interventions, puis après, on laissera le mot de la fin à Stéphanie pour le CACI. Donc, il y a Haroun qui a levé la main. Donc, on va vous inviter à activer votre caméra et votre micro. Allô, bonsoir. Je sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, on Euh, t'entend très bien. ok, parfait. Déjà, merci pour l'initiative. Je vais juste apporter, je vais dire une petite contribution parce que tout à l'heure, on a évoqué l'aspect des règlements généraux. Et c'est un aspect c'est un point que nous, on a vécu dans notre petite association communautaire ici parce que lorsqu'on a créé l'association, effectivement, il y avait des règlements généraux. Sauf que beaucoup n'ont pas pris la peine de consulter ces règlements généraux-là, de les lire et de savoir comment est-ce que se passe le processus déjà d'élection des administrateurs, du président et de comprendre le fonctionnement en général d'un CA. Parce que ben, moi également, je n'étais pas outillé pour faire partie d'un CA. Je suis arrivé comme ça dans le tas. Et sauf que ça nous a amené, après les élections, après la mise en place du CA, on s'est retrouvé sur un bon 6 mois à un climat de tension au niveau du conseil d'administration parce que les rôles n'étaient pas bien compris par certains. Et lorsqu'il arrivait, on arrivait à la prise de décision et qu'il fallait passer par vote, pour certains, c'était compris comme des clans parce que pour d'autres, on empêchait certaines décisions de passer. Pour certains, c'était un groupe d'amis qui voulait avancer. Donc, je pense que c'est un aspect qui est très important. Vous avez assez parlé là-dessus de vraiment consulter les règlements généraux parce que ça peut détruire l'ambiance d'une organisation, soit d'une association, tout comme ça peut amener de l'avant. Donc, les gens doivent vraiment prendre la peine de consulter ces règlements-là, de comprendre c'est quoi le fonctionnement, qu'est-ce qui est dit à l'intérieur, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, et peut-être une petite question pour finir. Est-ce que dans le cas d'un conseil d'administration, je prends juste un petit cas pratique, si vous permettez, parce que nous, on a un petit organisme communautaire et lorsqu'on siège, on a souvent des cas de retard dans nos réunions pour atteindre le quorum et commencer de faire la rencontre. Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, de mettre un conseil, de créer un comité exécutif au niveau du CA pour essayer de pallier à ce problème-là, pour faire en sorte que ce soit peut-être, je ne sais pas moi, le président, le vice-président ou le secrétaire pour qu'on ne soit plus tout le temps buté au niveau du quorum pour commencer les rencontres
ou parce que on avait véritablement ce problème-là, parce qu'à chaque fois, il faut toujours soit attendre des personnes, soit en retard des réunions parce qu'on n'a pas atteint le quorum nécessaire pour commencer le rencontre. Ben, merci pour les deux questions. Pour la seconde, puis je laisserai après Aurore et Harold commenter au besoin, mais moi, je suis vraiment pas en faveur des comités exécutifs parce que vous risquez de démobiliser encore plus. Si les gens viennent en retard alors qu'ils peuvent contribuer aux décisions, ben là, si vous avez une petite structure qui va elle-même décider, vous risquez de perdre les autres membres du conseil d'administration. Donc, je pense qu'il faut peut-être valider avec eux leur motivation, peut-être valider aussi le moment où les rencontres se tiennent. Est-ce que c'est parce que quelqu'un doit passer systématiquement à la garderie avant de venir à la rencontre, puis ça représente un problème au niveau de l'horaire? Donc, valider ces points-là. Mais les comités exécutifs, on en retrouve de moins en moins. Généralement, on va les avoir dans des organisations très, très grandes qui comptent des fondations, par exemple, qui vont compter plus de 20 membres de conseil d'administration, puis ça évite de réunir systématiquement tout le monde, alors que des fois, la décision peut être prise dans un groupe restreint, mais ça crée aussi une disparité, puis il y a des membres qui peuvent se sentir à l'écart des décisions, comme on le soulevait tout à l'heure avec les comités. Donc, moi, je serais prudent de ce côté-là. Et pour ce qui est des règlements généraux, ben, effectivement, je pense de faire une formation avec tous les administrateurs. Des fois, c'est une méconnaissance du rôle, puis les gens sont là pour défendre leur position personnelle plutôt que d'agir dans l'intérêt général de l'organisation. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que rien ne vous interdit de vous regrouper et puis de passer en revue les grands points de votre document en soi. OK? Donc, vous pouvez le faire parce que oui, c'est bien ce qu'on disait, quoi. Il faut prendre le temps de le lire. Ce n'est pas un jeu. Il faut prendre le temps de le lire, mais beaucoup ne le font pas. Donc, ça, c'est important. Concernant l'autre point, ben, ça ne sert à rien de créer un petit clan dans le CA. Si les gens ne viennent pas, soit ils ne sont pas motivés, donc, si c'est ça, ben, ils peuvent déposer leur démission et puis vous allez recruter de nouvelles personnes ou élire de nouvelles personnes. Ou soit, c'est ça, le moment choisi ne colle tout simplement pas avec les emplois du temps de chacun. Donc là, essayez de réajuster, aller avec un formulaire où chacun peut peut-être mettre ses disponibilités et puis là, vous essayez d'ajuster pour au moins avoir le quorum, comme tu as dit, avant de faire avant de faire vos différentes sessions. Moi, en tout cas, c'est un peu ce que je donnerais comme conseil là, par rapport à ce à quoi vous faites face. Moi, j'irais peut-être avec peut-être une petite idée aussi, une petite stratégie à mettre en place, c'est de peut-être jouer avec aussi le procès verbal. Parce que le procès verbal, vous allez dans un ordre de questions. Souvent, c'est assez classique, là. Mais si vous savez qu'il y a des personnes qui ont intérêt à une prise de décision, ben, le sujet sur lequel il doit prendre la décision, vous le mettez dans les points du début. Comme ça force un peu les personnes à arriver à l'heure. Puis là, elle sait que quand elle reçoit son procès verbal, ben, mon sujet est tout au début à 18h30, ben, je vais être là à 18h30 parce que sinon, je ne pourrais pas voter là-dessus. Donc ça aussi, L'ordre du jour, plutôt, Aurore? ah oui, pardon, Oui. l'ordre du jour, Oui. excusez-moi. Oui, Dans c'est ça, l'ordre c'est ça. du jour, là, quand ils reçoivent l'ordre du jour, c'est de mettre les points au début. Donc, eux, quand ils le reçoivent, ils savent que ah ben, il faut que je sois là à l'heure parce que sinon, je ne pourrais pas voter, puis je perds ma voix sur ce point-là qui me tenait le plus à cœur en plus. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Oui, merci Aaron pour la question. On va aller avec Edmond pour une très courte intervention, puis ensuite on va conclure parce qu'on est déjà en temps supplémentaire. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez ou vous m'entendez aussi. Moi, je t'entends, mais je ne te vois pas. Oh, ma vidéo est Oui. pourtant ouverte là. OK, Je pense que OK, là, c'est c'est bon. bon, c'est bon, c'est bon, tu es là. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention, Harold et Aurore. Moi, je voulais rapidement, c'est une question, c'est par rapport au syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir dans un conseil d'administration. Parce que là, tantôt, là, beaucoup ont intervenu sur la compétence qu'on a dans un secteur d'activité. Est-ce que c'est la question que je demande, vous qui avez l'expérience plus que nous dans le conseil d'administration, est-ce que c'est pas bon de commencer dans un conseil d'administration avec dans une entreprise ou une organisation où on a la compétence
professionnel pour pouvoir être percutant, pour ne pas avoir le syndrome donc, de l'imposteur, faire bien ses armes, vraiment pouvoir faire le tour de la question sur les prises de décision, puis l'analyse des comptes rendus des procès-verbaux de réunion ou des comptes rendus de réunion précédentes et donc et l'analyse des ordres du jour, des réunions, de l'ordre du jour des réunions actuelles. Fait bien le tour de tout ça pendant quelques temps avant de pouvoir donc répliquer ou envoyer son expertise dans un autre secteur d'activité, soit un organisme à but non lucratif ou une autre organisation qui a besoin d'un conseil, d'un administrateur. Mais C'est vraiment une question qui, pour moi, qui me chiffonnait depuis. Merci. oui, ben Edmond, je pense que vous avez posé très bien posé la question et vous y avez très bien répondu aussi. Lorsque c'est possible de le faire, oui, je pense que si on peut aller vers une organisation où on minimise le risque, c'est toujours préférable. Et de toute manière, les plus grandes organisations souvent vont demander de l'expérience, vont demander peut-être d'avoir siégé dans d'autres conseils d'administration pour commencer. Donc, très rapidement, Harold et Aurore, si vous voulez intervenir, puis on va demander à Stéphanie par la suite de conclure. J'aurais pas gros commentaire parce qu'effectivement, vous avez vous-même répondu à la question là. Mais je pense quand même que toute première fois, on arrive quand même avec ce syndrome d'imposteur là, qu'on ait l'expertise ou pas. Puis faut savoir prendre peut-être un peu de recul et puis beaucoup observer. Moi, je pense que les deux, trois premières réunions, vous observez, vous voyez comment ça se passe. Puis une fois que vous avez bien pris la température, ben, c'est là où vous vous lancez aussi avec vos opinions et autres. Mais on ne pourra jamais s'en débarrasser là, du syndrome de l'imposteur. Il fait comme partie de nous pour les premiers pas qu'on a à mener là, dans la vie, quoi qu'on fasse. Aussi simple que ça. Je vais rien rajouter là. Je pense que Philippe et Aurore t'ont donné les éléments qu'il faut là. Donc, vas-y de base, si tu as la possibilité avec ce dans quoi tu es confortable. Observe beaucoup, pose des questions. Fais-toi coacher au besoin. Et puis, that's it. Merci. Merci. Donc, on va demander à Stéphanie de conclure cette belle rencontre. C'est très, très, très belle rencontre d'ailleurs, je dirais merci Philippe. Effectivement, bah déjà, je tiens à vous féliciter tous, que ce soit les participants ou vous, Aurore et Harold et Philippe, bah, pour votre engagement, hein, puisque vous êtes tous très engagés, donc bravo. Et puis donc merci à Aurore et à Harold. Harold, je sais qu'il y a un décalage horaire, donc merci encore plus. Il n'y a pas de Merci souci. pour votre, c'est gentil, merci pour vos expertises, vos compétences et la clarté de vos informations. C'était vraiment très très agréable de vous écouter. On n'a pas vu le temps passer. Merci également à Philippe pour avoir coordonné ce webinaire. Et donc, ben moi, je vous dis à tous à très bientôt, puisque on se revoit dans un mois, donc le 26 novembre. Ce sera un mardi, mais ce sera la même heure. Voilà. Et puis, ben, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle soirée. Et merci beaucoup au nom du CACI. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci bien. Au revoir. Ciao, ciao.